J'ai 25 titres mondiaux, donc je suis le sportif français le plus titré. Beaucoup de médailles, beaucoup de coupes, beaucoup de records aussi, donc une belle carrière sportive. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. En fait, mes parents ont monté un club d'enfants sur la plage, un club saisonnier, donc c'était juillet-août. Et puis, je crois 2 ans après, il a monté une école de voile avec des premiers bateaux, parce que la planche n'existait pas encore. Et puis la planche est arrivée. Mon père a été un des premiers parce que il était quand même super sportif. Et je sais pas trop comment il a commencé, comment il a réussi à avoir sa première planche. Il a fait le premier championnat de France à l'île de Groix, je crois, ça devait être 76 ou 78, je me rappelle plus. Moi, je suis né en 72, donc je suis arrivé dans ces années-là. Il n'y avait que du grand matériel, des grandes planches, des grandes voiles super lourdes et tout. C'était pas comme ce qu'on a maintenant pour tous les gamins. Donc les enfants n'en faisaient pas. Donc mon père, il a décidé de prendre un gréement adulte. Il a coupé le haut de la voile, la tétière. Il a fait un tout petit triangle avec un wishbone qu'il a dû bricoler. Et puis moi, j'ai commencé comme ça, sans vraiment savoir ce que je faisais. Je devais avoir 5 ans, je crois. Là, entre deux châteaux de sable, j'allais m'amuser avec cette planche dans l'eau l'été. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, du coup aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Antoine Albo. Bonjour Antoine. Bonjour à toi d'abord et bonjour à tout le monde. Est-ce qu'Antoine tu pourrais rapidement te présenter s'il te plaît? Me présenter, moi j'habite sur l'île de Ré, je suis originaire de l'île de Ré, donc je suis français, charentais. Et Ok. puis je suis sportif professionnel en planche à voile, en windsurf. Oui. Et j'ai 25 titres mondiaux, donc je suis le sportif français le plus titré. Ok. Beaucoup de médailles, beaucoup de coupes, beaucoup de records aussi, donc une belle carrière sportive. Comment ça a commencé Antoine la planche à voile pour toi? Moi, j'ai commencé en fait sans vraiment sans vraiment le décider parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. En fait, c'était mes parents qui étaient quand même assez sportifs. Ils ont commencé dans les années avant 70 à faire de la natation, pas mal de compétitions en natation sur La Rochelle et puis Ok. dans toute la France. Et ensuite, ils ont monté un club d'enfants et qui sur la plage de l'île de Ré, enfin de la Couarde exactement. Et on a excuse-moi, Alani. Exactement, oui. Il me montre une médaille, Alani, là. Génial. Donc, mes parents ont monté un club d'enfants sur la plage, un club saisonnier, donc c'était juillet-août. Et puis, je crois 2 ans après, il a monté une école de voile avec des premiers bateaux, parce que la planche n'existait pas encore. Des 400, Ok. enfin non, c'était même pas des 420 à l'époque, c'était des trucs encore plus vieux que ça. Et puis la planche est arrivée. Mon père a été un des premiers parce que il était quand même super sportif. Et je sais pas trop comment il a commencé, comment il a réussi à avoir sa première planche. Mais il a sauté dessus, il a eu quelques planches, il a commencé à donner quelques cours de planche, il a fait des compétitions. Il a fait le premier championnat de France à l'île de Groix, je crois, ça devait être 76 ou 78, je me rappelle plus. Et Ok. puis, donc, tu vois, ça date quand même. Moi, je suis né en 72, donc je suis arrivé dans ces années-là. Et le problème, c'est que, bon, déjà, c'était un sport qui était quand même super difficile pour adultes. Donc, il y avait que du grand matériel, des grandes planches, des grandes voiles super lourdes et tout. C'était pas comme ce qu'on a maintenant pour tous les gamins. Donc, les enfants n'en faisaient pas. Donc, mon Ok. père je sais pas pourquoi, il a décidé de prendre un gréement adulte. Il a coupé le haut de la voile, la tétière, en haut, le triangle. Il a fait un tout petit triangle avec un wishbone qu'il a dû bricoler. Et puis moi, j'ai commencé comme ça, sans vraiment savoir ce que je faisais. Je devais avoir 5 ans, je crois. Ok. Et puis voilà, entre deux châteaux de sable, j'allais m'amuser avec cette planche dans l'eau l'été.
comme ça, banalement, avec d'autres gamins, bien sûr, parce que j'étais pas tout seul. Et tu as fait ça pendant toute ton enfance. Est-ce qu'il y a à l'époque déjà cette notion de sport-études ou pas? Non, mais ça n'existait pas. Le mot sportif, c'était même pas un mot d'actualité. C'était les sportifs, c'était pas un métier, c'était pas une carrière, c'était pas comme on voit maintenant où être un sportif, ouah, c'est super, c'est vraiment, t'as beaucoup de reconnaissance, c'est énorme. Avant, jusque dans les années 90, être un sportif, c'était pas un métier, quoi. Et alors, tu as toujours eu du coup un métier à côté? Métier, j'étais adolescent. J'étais à l'école. Moi, je suis allé à l'école jusque dans les années, jusque 18 ans, 90. Et puis j'ai dû rentrer en sport-études 3 ans avant, quoi. Donc en sport-études, là où j'ai eu mon premier entraîneur officiel, parce que c'est vrai qu'avant, on faisait des petits entraînements. Mon père organisait, il y avait un moniteur qui nous donnait des cours. Il y avait un petit groupe d'enfants, des amis, enfin pas des saisonniers, mais des vacanciers qui venaient sur l'île de Ré. C'était toujours plus ou moins les mêmes familles qui venaient à l'école de voile. Et puis il y avait des petits entraînements l'après-midi avec un moniteur. Et puis on allait faire des petites compétitions qu'il y avait tous les week-ends dans chaque club de l'île de Ré. Donc ça a commencé comme ça. Et après l'hiver, j'allais pas trop souvent naviguer parce que j'allais à l'école. Et puis il faisait froid. Et puis c'était pas comme on fait du sport maintenant, quoi. On faisait beaucoup moins de sport à l'époque. Et alors, tu as parlé de 25 titres. C'est quand le premier du coup? Le premier, c'était en 94. J'ai gagné 3 titres sur la même compétition parce qu'il y avait 2 disciplines plus le général. Et il y a même un quatrième que j'ai même pas mis en compte parce que c'était le de nation, champion du monde de nation, on avait gagné. Et c'était en 94 au Danemark. Ok. Donc là, à 94, si je fais mes calculs, tu as 22. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la première fois que tu commences à jouer au niveau international. Ça représente combien de personnes avec toi dans cette compétition? Eh ben, les compétitions, on est tout le temps plein. C'est des tableaux éliminatoires. On est 60, il y a 64 places pour faire Ok, des hits de 8. Tu as 8 de d'accord. hits et 64, tu peux pas être plus. C'est comme un tableau de Roland-Garros ou au foot. Tu peux pas en mettre plus que ce qu'il y a de cases dans le tableau. Mais Ouais, ouais. j'avais fait des compétitions internationales avant parce que j'ai fait une préparation pour les Jeux Olympiques de Barcelone quand même. Ok. Donc, c'est Franck David qui avait été sélectionné. Euh, J'avais eu quelques titres de champion de France avant. Hein. J'ai été champion de France en 86 minime. J'ai été champion de France jeune en 90. Après champion de France senior en 91. J'ai eu pas mal de titres avant quand même. Hein. Et tu as toujours eu un coach avec toi ou tu progresses tout seul? Comment ça s'est passé? J'avais un entraîneur quand j'étais en préparation olympique parce que la planche olympique c'est pas exactement la même chose que ce que je fais maintenant, le funboard. Et à l'époque, je faisais les deux parce que c'était un peu plus fun de faire du funboard, bien sûr, hein, des planches qui glissent un peu où tu peux un peu sauter. À l'époque, bon, les sauts c'était médiocre aussi, c'était le début. Euh, donc mon entraîneur aimait pas trop ça parce que justement, je faisais du fun à côté, mais ça m'a beaucoup appris et l'olympisme m'a aussi beaucoup appris pour le funboard, quoi. Donc j'avais un entraîneur juste pour la série olympique, mais mon entraîneur, mon coach, c'était mon père en fait qui m'apprenait à naviguer. On naviguait ensemble, hein. Mon père a toujours navigué, donc on naviguait ensemble et juste quand j'avais 16 15 ans à 20 ans, peut-être, mon père, il naviguait super bien, il naviguait aussi bien que moi, quoi. Et tu pourrais nous réexpliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, l'épreuve, en quoi elle consiste quand tu parlais du tableau, en l'occurrence des 64 cases. Est-ce que c'est quoi? C'est une manche pour chacune des phases? Est-ce que c'est une manche de 8 personnes d'un coup? Comment ça se passe? En fait, ça, c'est en slalom, c'est un tableau éliminatoire. Donc, tu as 8 poules de 8. On part tous ensemble, donc les 8 partent sur un slalom avec un départ lancé et puis 4 bouées où il faut tourner autour jusqu'à couper la ligne d'arrivée. Et les 4 premiers de cette poule sont sélectionnés pour le tour suivant. Donc, le premier tour, c'est les huitièmes. Les 4 premiers passent au quart, les 4 premiers des quarts passent au demi, et les 4 premiers des demi passent en finale. Et dans la finale, tu fais ton départ avec les 8 finalistes, et le premier qui coupe la ligne d'arrivée gagne la finale, donc gagne cette manche-là entière.
Ok. Et ça, depuis 25 ans, du coup, tu as été 25 fois champion du monde de ça. Ouais, alors, moi, j'étais super polyvalent dans ma carrière. J'ai fait toutes les disciplines. J'étais un des riders les plus polyvalents qu'il y a eu dans le monde du windsurf. On a été très peu à faire. Au début, tout le monde faisait toutes les disciplines et après, ça s'est un petit peu dispatché. Les plus petits allaient plus dans les vagues et le freestyle. Les plus lourds allaient plus dans la vitesse et le slalom. Mais moi, je suis resté longtemps à faire toutes les disciplines. J'ai été champion du monde dans toutes les disciplines sauf en vague. J'ai Ok, même été champion du monde de freestyle en 2001. Donc, ok. j'étais super polyvalent, super agile sur ma planche, même pour un grand gabarit. Et donc, il y a eu des années où il y a eu une année, je crois, j'ai eu 3 titres de champion du monde, toi. Donc, une fois en freestyle, je crois que c'était 2001, freestyle, slalom et vitesse. Et je crois même non, c'était en 2008, j'avais le record du monde de vitesse. Ouais, donc, tu vois, j'arrivais à gagner 3 titres de champion du monde. Donc, ça fait pas 25, j'ai pas eu 25 titres de champion du monde en 25 ans. Non, mais c'est en cumulé, mais de toute façon, tu sais, je pense que, je vais le dire humblement, mais j'ai découvert que tu existais il y a à peu près 2 ans et demi. Ouais. Et pourtant, du coup, vu le nombre de titres que tu as, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé avant. Est-ce que tu sais pourquoi ou pas? Ben, ouais, c'est simple, hein, c'est pas, ça a été un sport très populaire dans les années 80, 90 et jusqu'à presque 2000. Après, c'est vrai que dans ces années-là, les gens qui partaient pour les vacances d'été, eh ben, ils allaient sur la côte et sur les côtes françaises, que ce soit dans le nord, en Bretagne, à la côte atlantique ou sud de la France, ils partaient faire de la planche à voile. Donc, c'était un des seuls sports qu'il y avait d'été de plage. Après, bah, t'as eu le kite qui est arrivé, tu as eu le VTT, tu as eu la course à pied, tu as eu le ski nautique, le wakeboard, le canoë-kayak, le stand-up paddle. Donc tous les gens se sont diversifiés. Il y en a beaucoup maintenant qui veulent même essayer beaucoup, qui veulent tout essayer. Donc t'as très peu, t'as, t'as eu beaucoup moins de personnes qui ont continué à faire de la planche parce qu'il y en a qui sont partis dans d'autres disciplines. Il y a eu le skate, il y a eu la trottinette, il y a eu le BMX. Il y a plein de sports maintenant. Les gens peuvent durant leurs vacances aller, même si tu vas à la montagne, tu peux faire du vélo de descente, tu peux faire du canyoning, tu peux faire du parapente. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de sports à essayer, beaucoup de sports qui vont refléter chacune des personnes qui ont envie de faire ça ou ça, quoi. Donc c'est clair que le windsurf, bah, il y a eu beaucoup moins de pratiquants, ce qui est normal. Mais le sport est là et c'est vrai que c'est un sport super professionnel. Si tu vois sur les épreuves où je vais, bah, t'as que des professionnels qui font que ça. Tu peux pas avoir un métier à côté et puis faire ton sport professionnel si tu veux percer, quoi. Il y a énormément d'autres sports, hein. T'as d'autres sports aussi qui sont pareils. Après, bon, bah, c'est toujours un petit peu délicat à filmer parce que bah, il faut un bateau, on est loin de la plage. On est quand même carrément dépendant du vent. Donc, souvent les journalistes, moi j'ai souvent eu ces problèmes-là. Ils te disent bon alors mais votre compétition c'est de quand? Bah c'est du mardi à dimanche. Ok, bon la finale c'est à quelle heure dimanche? Bah la finale c'est peut-être pas dimanche parce que si dimanche il y a pas de vent et qu'il y a eu du vent les jours avant, bah la finale elle aura eu lieu déjà. Donc et puis en plus on peut faire plusieurs finales. Alors que si tu vas sur un match de foot, bah la finale bah ça va être le dimanche à 14 heures, ça pète à 14 heures et on sait que ça dure tant de minutes, quoi. Donc c'est ça aussi qui est super délicat pour les journalistes de venir nous voir. On a eu beaucoup d'épreuves à la Torche, sur la pointe de la Torche en Bretagne, qui est un spot fabuleux. On a fait des épreuves mais de folie. Et les journalistes, bah, ils viennent 2 jours, ils arrivent à se débloquer 2 jours, ce qui est énorme pour eux, parce que d'habitude ils viennent 15 jours. Et les 2 jours ils viennent, bah, il y a eu un seul jour de vent, ou alors il y a 2 jours pas de vent. Donc c'est ça qui a été qui a pas été super pour nous, pour notre sport, mais bon c'est comme ça, hein.
Et est-ce que tu penses que la montée et l'avènement aujourd'hui du drone va aider peut-être un peu plus à filmer et vous suivre, ou est-ce que vous allez trop vite? Ça fait déjà trois ans, je pense, peut-être 4 ans maintenant qu'on a tout en live, suivi en drone. Donc, tu as même des gros événements où tu as 2 drones sur l'eau et tu as 2 caméras à terre. On a vraiment des retransmissions qui sont exceptionnelles, notamment à Fuerteventura ou soit dans les îles Canaries, où c'est un petit paradis parce que le sable est super blanc, l'eau est bleue, translucide. On a des épreuves incroyables, on a des images incroyables et tout est suivi au drone avec des replays, tu peux tout revoir si tu as raté la journée le soir ou si tu es en décalage horaire. On est vraiment super actif sur les nouveautés, sur pour promouvoir et pour avoir des super médias et, et on utilise énormément les drones, vraiment énormément maintenant et c'est de moins en moins cher en plus. Au début, c'était des prix exorbitants, les organisateurs ils hésitaient un petit peu et puis ils ont quand même fait le pas, ça leur coûtait quand même pas mal d'argent et maintenant c'est super abordable, les drones c'est incroyable et puis je me rappelle au début, moi j'étais vachement friand de drones, j'ai fait du drone depuis quasiment le début et les gens ils disaient ça tu mets 20 km/h devant et c'est bon, ils volent plus le drone. T'as raison, tu verrais comment ça vole maintenant, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Non, c'est vrai que les drones sont vraiment impressionnants aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu en vis aujourd'hui, Antoine, de ça? Bah oui, moi j'ai envie, hein. Si avec 25 titres mondiaux j'arrive pas à en vivre, faut que tout le monde arrête, je pense. Non, non, bien sûr que j'ai envie. Je pense pas avoir la reconnaissance médiatique que j'aurais dû avoir. Ça, c'est peut-être un petit peu un regret. Euh, c'est peut-être un petit peu aussi ma faute parce que c'est vrai que quand j'étais vraiment, il y a une quinzaine d'années où j'étais vraiment, vraiment à fond dedans, je me suis peut-être pas assez bougé pour contacter les journalistes parce que j'ai quand même un bon carnet d'adresses. Je connais énormément de journalistes. Et je me suis peut-être pas assez bougé pour communiquer mes résultats, les appeler, leur dire tiens je vais aller là-bas, tiens je vais faire ci, tiens je vais faire ça, j'ai terminé, j'ai gagné, j'ai fait ci. Donc c'est peut-être un petit peu ma faute. Après, je pense que c'est pas un sportif de faire ça, hein, c'est plus un attaché de presse. Mais l'attaché de presse, moi j'avais pas les budgets pour avoir un attaché de presse à longueur d'année. Donc c'est un petit peu délicat. Donc moi j'habite aussi sur l'île de Ré qui est à 5 heures de route de Paris. Un sportif qui va s'entraîner souvent à l'INSEP à Paris, il aura beaucoup plus de chances d'avoir des journalistes sur le dos que moi sur ma petite île de Ré quoi. Aussi tu vois. J'ai passé aussi beaucoup d'hivers à Hawaï parce que le climat est bien meilleur. Il y avait un petit centre d'entraînement avant là-bas avec beaucoup de riders qui allaient s'entraîner là-bas. On avait un centre de développement et tout. Donc ces hivers-là, bah, les journalistes ils me voyaient pas, ils avaient aucune nouvelle de moi non plus, donc il y avait aucun suivi, tu sais. Donc si tu les contactes pas, ils t'oublient, hein, c'est un petit peu normal. Et puis ils vont sur les sports qui sont plus accessibles. Si on parle un peu de programme, du coup, par exemple, qu'est-ce que tu fais de ta journée du jeudi dans la semaine? Le jeudi, bah tu sais moi depuis que j'ai quitté l'école, tous les jours c'est dimanche en fait. Donc le jeudi je connais pas. Ok. Non, ce que je veux dire c'est que pour moi il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de mardi, tous les jours c'est les mêmes au final. Il y a Voilà, c'est plus des numéros, le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Tu fais plus attention au jour de la semaine, ouais. Non. Bah, maintenant un petit peu plus parce que avec ma copine Paola, on a eu un petit garçon il y a presque 4 ans maintenant. Donc là cette année, il va à l'école. Avant il allait à la garderie, donc bah le week-end, on sait que c'est le week-end parce qu'il va pas à l'école. Bien sûr. Ton 25e titre, il date d'octobre 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, donc octobre 2018, j'ai remporté. En fait, les titres mondiaux, c'est un petit peu comme le circuit ATP en tennis. Tu as plein de grands prix, plein de grands chelems. Nous, toutes les épreuves ont le même nombre de points. Tu peux avoir le même nombre de points, donc tu es quasiment obligé de toutes les faire. Alors qu'en tennis, tu vas avoir des grands prix et des grands chelems. Donc tu fais toutes ces épreuves-là, tu accumules des points, et celui qui a le plus de points à la fin de l'année, il est décerné champion du monde. Ok. Donc quand on dit que j'ai eu mon titre de champion du monde en octobre 2018, c'était lors de la finale qui comptait comme une épreuve normale.
Je crois que j'ai même pas gagné la finale, c'était en Nouvelle-Calédonie, j'avais dû faire deuxième ou troisième, mais j'avais remporté le titre de champion du monde à l'année. À l'année, ouais, ok, d'accord. Ouais, très bien. Et du coup, tu as pris ta retraite ou c'est simplement que depuis, tu as mis levé le pied peut-être pour ton fils? Comment ça se passe? Non, j'ai pas pris ma retraite. J'ai fait une année suivante, donc l'année 2019, l'année passée. J'ai fait une super année. Il y a juste une épreuve au Danemark où j'ai complètement foiré. J'ai terminé 12e à l'épreuve et j'étais en tête avant cette épreuve-là. J'ai été distancé par deux compétiteurs. Donc je suis passé troisième au général et on n'avait plus que la finale en Nouvelle-Calédonie et je pouvais pas remonter. Je pouvais que rester troisième, même si je gagnais l'événement là-bas. Et donc j'ai terminé troisième à l'année. Mais bon, troisième c'est quand même pas mal. Hein. Ah bah. C'est vrai on est habitué à mieux avec moi, mais Et puis je suppose qu'on en parle moins quand t'es troisième. Enfin, ça fait sens. ouais, si, on en parle aussi quand même. Tu t'es jamais demandé est-ce que, enfin, comme tu as pu en parler, effectivement, le kitesurf fait partie des nouvelles disciplines qui montent pas mal, de changer de la planche à voile vers le kitesurf. Non, ben j'ai commencé le kite au tout début du kite parce que j'avais un pote qui faisait du windsurf aussi, un très bon ami, et qui est parti dans le kite à fond. Donc j'en ai fait avec lui et je me rappelle ah ouais j'en ai fait avec lui j'ai réussi tout de suite enfin on galérait au début parce qu'on avait c'était des ailes à deux lignes donc t'avais pas de bordée choquée tu pouvais pas trop ralentir mais j'ai tout de suite réussi à revenir déjà à l'époque c'était revenir au point de départ et puis ça m'a quand même super plu donc je m'étais équipé j'en ai fait j'ai suivi l'évolution du matériel j'ai eu un super niveau en kite. J'ai fait toutes les épreuves de kite que j'ai fait comme ça durant l'hiver, je les ai remportées. Mais je suis resté dans le windsurf. Je suis pas allé dans le kite. Je suis resté dans le windsurf. Je me battais pour être champion du monde. Je voyais pas vraiment l'intérêt de. De le faire de l'autre côté. Oui, c'était. Et puis je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Mais bon, j'ai eu un super niveau en kite. J'ai arrêté pendant pas mal d'années parce que j'ai eu fait le tour. Je suis devenu aussi difficile, il me fallait ou de l'eau super plate, chaude ou alors des belles vagues, tu vois? Les conditions, un peu, nuageux, pluie, clapot, ça j'avais plus envie d'en faire. Mais, j'en ai fait beaucoup. Mon père en a fait aussi. Il a arrêté la planche, il a fait du kite, parce que pour lui, c'était plus facile avec l'âge, je pense et puis il avait eu aussi un accident au bras, donc il pouvait plus trop bouger un bras. Mais il a fait beaucoup de kite, donc j'en ai fait aussi avec lui et ça lui a plu et moi ça me plaît aussi, hein. Moi j'adore le kite, hein. C'est un sport qui est super. Moi je suis absolument pas contre le kite, hein. Et puis ça m'a apporté aussi beaucoup. Moi je suis quelqu'un qui pense, enfin qui est sûr que faire d'autres sports de glisse, ça t'apporte dans ton sport à toi-même. Je suppose que tu fais aussi du sport d'hiver. Est-ce que tu vas faire un peu de snowboard, des trucs comme ça, ou pas du tout? Ouais, ouais, je fais du snowboard aussi. Je me suis remis au ski parce que Paola ma copine est vénézuélienne et elle a découvert la neige il y a pas si longtemps que ça, donc elle a fait du ski. Donc plutôt que de la suivre au début en snowboard, tu sais comment c'est en snowboard de suivre quelqu'un, c'est un petit peu galère. J'ai pris les skis de mon père et puis des bons skis paraboliques et me suis éclaté quoi. C'était vraiment alors que j'avais pas fait de ski depuis je sais pas depuis où j'avais 18 ans où le snowboard est arrivé parce que j'ai sauté sur le snowboard quand c'est arrivé ça direct. Donc et le ski parabolique c'est énorme, c'est super, c'est vraiment bien. Et puis ça se perd pas. Je pense que c'est comme le vélo. Enfin, une fois que tu l'as appris une fois. Ah oui, ah, mais je suis parti avec ça. Au début, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et au final, j'ai pris des courbes. Je pense que les skis étaient vraiment bien mieux que ce que j'avais eu à l'époque. Je pense que mes derniers skis devaient mesurer 1,90 m, toi. Un truc comme ça. Ça fait grand. Alors que maintenant, tu as des skis de, je sais plus, je vais dire des conneries, mais 1,65 m, 1,70 m peut-être. Donc c'est énorme. C'est vraiment top. Tiens, on est sur du matériel pour revenir sur la planche à voile. Est-ce que toi, je suppose, fais partie des gens qui ont bien senti l'évolution du matériel de la planche à voile? Comment tu le décrirais? Ben, l'évolution de la planche, je vais me vanter un peu, mais je la fais un petit peu parce que moi je travaille énormément avec mes partenaires planche et voile et on fait tout le développement. Ça veut dire que l'hiver, même mi-saison, on attaque déjà en juin-juillet
Euh, nous, notre saison compétition, c'est, on va dire, avril à octobre ou novembre. Ok. Donc, mi-saison, c'est l'été, c'est juillet-août. Nous, on commence déjà le développement du nouveau matériel pour l'année suivante, en juin, et même des fois avant. Et puis, il faut qu'en août ou septembre, ce soit terminé. Donc, moi, j'ai des designers, donc un gars qui me fait des planches et un gars qui fait les voiles. Je travaille étroitement avec eux. Bon, je suis pas tout seul, on est plusieurs dans l'équipe, mais donc on travaille beaucoup avec ces deux designers. Moi, je travaille beaucoup avec ces deux designers et on fait tous les deux, on fait l'évolution du matériel. Donc il y a tout, généralement tu as tout le team qui essaye, mais moi j'ai une très grosse part là-dedans. Et bon, faut que le designer ait quand même pas mal d'idées et tout, parce que c'est quand même eux qui font les designs et tout ça. Mais l'évolution, ouais, ben, on la suit, parce que c'est comme un pilote de Formule 1, il va suivre l'évolution comme un rider, quoi. Mais l'évolution, elle est à la fois valable pour ton matériel à toi, que tu vas utiliser en compétition, et pour le matériel de manière générale. Est-ce que tu contribues à une marque en particulier, peut-être? Ben ouais, moi je suis avec Neil Pride et JP, hein, c'est les deux marques leaders du marché. Bon, c'est pas ils font partie des leaders. Euh, mais nous, il faut savoir que sur nos compétitions, on utilise du matériel de série. Les prototypes sont interdits depuis peut-être 10 ou 15 ans maintenant. On a décidé de Ok. faire ça pour plus que ce soit la course à l'armement et pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent avoir du matériel dans des magasins ou acheter du matos et venir sur des événements et venir concourir avec Antoine Albo et avoir la possibilité d'avoir le même matériel que moi. Donc c'est pour ça que en fait le développement se fait en mi-saison. Il faut qu'il soit terminé avant septembre pour que ce soit produit en Chine, parce que tout est fait quasiment en Chine et en Thaïlande pour tout le monde, pour que ce soit disponible courant printemps, avant printemps, quoi. Fin d'hiver, printemps. Donc ça met grosso modo 6 mois à reproduire l'équivalent de la nouvelle évolution du matériel. Une fois que tous les designs sont terminés, ouais, mais il faut le produire et ensuite il faut que ça vienne en bateau, donc ça prend ouais, à peu près 4-5 mois. Est-ce que on peut parler rapidement de ton matériel à toi? Est-ce que tu as un hangar avec des milliers de trucs ou est-ce que tu t'es restreint à certains modèles? Comment tu as fait? Bah, moi j'ai une maison ici sur l'île de Ré avec un bon petit garage, mais je veux pas mettre de matériel de windsurf dedans parce que sinon ça va faire trop de windsurf dans ma vie. Donc j'ai quelques jouets, j'ai tous mes surfs, mes stand-up paddle, mes foils, des choses comme ça. Mais mon matériel de planche est dans un autre garage où j'ai stocké mon école de voile parce que j'ai l'école de voile encore de mes parents. Donc ça, Ok. c'est vraiment saisonnier. Il y a une grande cabane qui fait presque 30 mètres de long, plus une trentaine de catamarans, des planches, des stand-up. Il y a tout. Donc tout est monté. Moi, je monte tout en juin sur la plage. Et fin août, début septembre, je démonte tout. Donc tout est rangé, tout est stocké dans un hangar. Et mon matériel est là. Bon, j'ai pas des tonnes non plus, hein, j'en tasse pas parce que ça sert à rien d'en tasser. Il y a beaucoup de choses qui s'usent aussi, donc il y a des choses que tu jettes. Et puis il m'arrive de vendre quelques matériels, des planches ou des choses comme ça, des voiles. Mais bon, il y a pas, j'ai pas énormément de matériel. Tu sais, ça sert à rien de stocker et puis d'avoir tout ça. Après, tu peux plus le vendre ou tu peux plus en faire profiter personne, quoi. Tu le gardes en moyenne quoi? Une saison, 2 saisons, 3 saisons le matériel? Ah non, ben le matériel, il change chaque année. Donc, parce que il faut que pour des têtes de série, des marques, il faut que le rider il soit avec le nouveau matériel, il soit avec le matériel de l'année. Je pourrais pas attaquer cette année 2020 avec le matériel de 2019 parce que les gens ils vont dire tiens pourquoi Albo il prend le matériel de 2019 il est mieux que celui de 2020 donc je vais pas changer mon matos pour acheter le nouveau tu vois. Donc les top riders ils sont obligés d'avoir le nouveau matériel. Ouais, bien sûr, ça fait sens. Ça va être un peu l'exemple qu'on va suivre. Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ta semaine avec les médias ou est-ce que ça ne représente pas tant que ça de temps avec toi? Non, bah non, bah il peut se passer 3 mois sans toucher un média. Il y a le Phare de Ré ici, c'est le journal de l'île de Ré qui me suit tout le temps, qui fait tout le temps des articles.
Donc il y a le Sud-Ouest aussi. Après les médias télé, les choses comme ça va être que pour un titre ou une tentative de record du monde de vitesse ou des choses comme ça. Tu parlais tout à l'heure, tu avais mentionné effectivement une petite frustration. Est-ce qu'il y a des éléments en particulier dans ta carrière que tu regrettes ou tu es triste de ne pas avoir fait ou des frustrations en particulier que tu voudrais mentionner? Non, je suis pas triste parce que moi, je suis quand même super actif. J'ai fait énormément de choses, peut-être trop, et toutes les choses que j'ai pas faites, je regrette pas parce que si je les ai pas faites, c'est que j'ai pas eu la possibilité ou le temps ou j'étais pas là. Donc non, je sais que personnellement, je sais que moi, je vais faire mon possible pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, si il y a quelque chose que je peux pas faire, c'est qu'il y a eu une bonne raison. Typiquement, on parlait de certaines années où tu finissais pas forcément premier. Ça se joue à quoi? C'est pour ceux qui visualisent pas sur une finale. Ça se joue à 1 mètre, ça se joue à 1 minute, ça se joue à quoi la fin? Et ouais, la finale, ça se joue pas sur une manche. Donc, enfin, il y a eu des années où ça s'est joué, oui, sur la dernière manche de la dernière épreuve, mais ça va se, c'est des micro-points. Ça va se jouer à une place un jour où t'as fait troisième à un événement, il aurait fallu que tu fasses deuxième. Ça va se jouer à ça. Après, j'ai eu des années où j'ai eu plus de facilité. Il y a eu quelques années où j'ai remporté avant même d'aller courir la finale. Donc là, c'était plus facile, mais c'est vrai que les dernières années, ça s'est vraiment joué le dernier jour de, de la finale. Sur le dernier slalom, ça s'est joué à quelques micro-points, quoi. Donc, Parce que les gens, vous vous suivez finalement de près et parce que ça oui, et se. puis généralement, tu as deux ou trois riders qui sont un petit peu au-dessus du lot, qui vont se battre pour les premières places, pour la première place. Et les autres, il va y avoir un petit décalage. Bon, ils sont là encore, ils sont là, bien sûr, hein, c'est pas à la traîne, hein, mais, mais il faut être le meilleur tout le temps, dans toutes les conditions. Nous, on est un sport qui est super difficile parce que tu peux avoir du vent qui vient de la droite, tu peux avoir du vent qui vient de la gauche, tu peux avoir du vent qui vient de face, du vent qui vient de derrière. Donc du vent fort, du vent léger, du vent moyen, des vagues, pas de vagues, de l'eau douce, de l'eau salée. Donc c'est un sport qui est super difficile, toi. Moi, je suis pas mal le motocross aussi. Et les mecs, c'est des trucs de fou ce qu'ils font. C'est un truc de malade. Ça, j'aurais bien voulu faire dans ma vie, toi. Mais au final, je me dis que je regarde pas mal de reportages de bons riders. Et bah, les gars, ils sont à l'angle près sur le début de la rampe, quoi, toi. Et puis la rampe d'atterrissage, c'est au centimètre près qu'il faut qu'elle soit positionnée. Nous, moi, j'ai fait des épreuves de vagues. Tu peux sauter avec le vent de droite, tu peux sauter avec le vent de gauche. Tu as des grandes vagues, tu as des petites vagues. Il faut aller chercher sa vague. La rampe, elle va être un coup pentu, un coup pas pentu. C'est c'est jamais la même chose. Jamais la même chose. Donc, un mec en moto, ben, à chaque fois qu'il va prendre sa rampe, s'il arrive trop vite, ben, c'est sa faute. S'il arrive pas assez vite, ben, c'est sa faute. Mais la rampe, elle va pas bouger. La rampe d'atterrissage, elle va pas bouger non plus. Donc nous, c'est super délicat quand même. On est des artistes hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Est-ce que pour toi, c'est le dépassement de toi, c'est devenu un peu une drogue ou pas? Je pense pas parce que physiquement, le dépassement de soi, c'est quoi? C'est pousser ses compétences physiques, on va dire. Mes compétences physiques, je les pousse pas en fait. Tu vas les pousser si tu cours un marathon et puis que t'es pas entraîné, ou si tu cours un marathon et que tu veux faire 5 minutes de moins. Mais en windsurf, c'est un sport très physique, mais physiquement, moi, je tiens la route, donc il y a jamais eu un moment où j'ai lâché parce que j'étais mort, quoi, j'étais fatigué. Peut-être sur des longues distances ou bien sûr là sur des épreuves qui durent 1 heure ou des choses comme ça où il faut vraiment être à fond pendant 1 heure, bah tu peux ne pas gagner parce que justement t'as plus de jambes arrière, t'arrives plus à pousser et tout, mais moi ça m'est pas arrivé. Donc dépassement physique, je l'ai pas vraiment ressenti. Tu parlais tout à l'heure de la motocross. Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui t'inspirent, que tu admires?
Ouais, il y avait Pastrana qui a été un des premiers à vraiment pousser le freestyle à ce qu'il est devenu maintenant. Mais bon, maintenant, il y en a plein d'autres, hein. Il y a énormément. Dans le windsurf, c'était un petit peu ça, hein. T'as eu quelques riders le freestyle, ça n'existait pas avant. Tu sais, tu fais ça sur des plans d'eau plats. C'est né parce qu'on voulait faire autre chose que du slalom. Et on a décidé de faire ce qu'on appelle des pirouettes. Tu fais tourner la voile, tu fais tourner la planche. Alors au début, on faisait ça en glissade et après, tout s'est fait en glissade. Et tu as eu quelques riders qui ont inventé quelques moves de glissade qui n'existaient pas avant. Et, et puis après, tu as eu tout le monde qui a essayé. Et puis il y en a plein qui s'y sont arrivés, quoi. Ça, c'est l'évolution du sport, hein. L'évolution claire et nette du sport. Tu m'as dit que la saison reprenait du coup en avril, grosso modo, avril à octobre. Mais on a tout qui est annulé là. Oui, je suppose avec les conditions actuelles. Toutes les épreuves sont annulées. On avait normalement, tiens, aujourd'hui, c'était le départ de la première étape de la Coupe du Monde à côté de Martigues, sur les tentes du Jail. C'était aujourd'hui que ça a commencé, toi, jusqu'à dimanche. Et donc, ça a été annulé. Donc, normalement, c'est reporté à septembre. Non, à octobre. Ensuite, on avait Corée-Japon dans la foulée, qui ont été annulés déjà il y a un mois. Ensuite, courant juin, on avait une épreuve à Costa Brava qui est simplement annulée, suivie d'une étape au Portugal fin juin qui a été annulée, qui est normalement reportée en septembre s'ils arrivent à trouver des dates. Donc notre prochaine épreuve, pour l'instant, c'est fin juillet sur les îles Canaries à Fuerteventura. Ah là là. Donc là, c'est super difficile. Et ben bon, c'est pareil dans tous les sports, hein. Ouais, et puis les JO qui ont été décalés à 2021, Aussi, ouais. etc. Donc c'est Ouais, vrai ouais, que ouais. du coup, si tu n'as pas cette partie-là, alors admettons que les conditions du coronavirus s'arrêtent rapidement, tu vas t'entraîner combien de fois par semaine, par exemple? Je m'entraîne le plus souvent possible. Je fais pas mal de phases d'entraînement maintenant parce que avant je pouvais naviguer ici tout seul, mais c'est pas l'idéal sur l'île de Ré. Enfin, les conditions sont parfaites, mais c'est pas l'idéal parce que j'ai pas de partenaire d'entraînement. Donc je me déplace, je fais des semaines d'entraînement ou des 2 semaines d'entraînement. On a une équipe de France aussi avec la Fédération française de voile qui fonctionne super bien. Et juste avant le confinement, j'étais à Tarifa pour 2 semaines d'entraînement avec toute l'équipe de France. Et on a fait un super stage d'entraînement. Après, moi, je suis resté encore une semaine de plus, mais on a dû écourter parce que ça commençait à criser un petit peu. Donc, normalement, avant la Coupe du Monde, là, avant aujourd'hui, on avait une semaine d'entraînement sur le lieu de la compétition, qui a été annulée aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as des défis secrets en particulier qui sont pas forcément liés à la voile que tu as de ton côté? Là, j'ai un gros défi en ce moment, c'est construire une maison. Ok, Donc, j'ai commen- j'ai commencé j'ai commencé en janvier 2019. Donc, ouais. je fais quasiment tout moi-même avec mon père. Donc, on y bosse. Moi, j'y bosse quasiment tous les jours parce que j'ai la chance que c'est à 40 mètres de chez moi, portail à portail, tu vois. Donc, je peux aller à pied, j'ai pas besoin de faire Normalement, il faudrait que je fasse mon petit papier, mais je le fais pas. Je vais là-bas. J'ai été fourni en matériaux juste avant que tous les magasins de matériaux ferment. Donc, j'ai beaucoup à faire là. Je suis dans les cloisons, l'isolation. Donc, j'ai pas mal de travail en ce moment. Et tu l'as fait from scratch sur un terrain que tu as acheté ou dans Ouais. le Non, non, j'ai acheté un jardin? terrain et je fais toute la maison. Ouais. J'ai fait construire les murs et poser la toiture. Tu Et disais tout à l'heure que tu. j'ai fait toute la chape. J'ai la charpente, tout, je fais tout, toute l'isolation, tout. Eh bien, sacré travail. Ouais, D'où le fait que les semaines soient bien chargées, effectivement. ouais, ouais. Tu parlais tout à l'heure de la motocross comme quelque chose que tu aurais aimé faire dans une autre vie peut-être. Est-ce que tu as des rêves en particulier que tu te dis ou tu te fixes pouvoir faire encore dans ta vie?
Oui, bah, moi j'aime bien surfer les grosses vagues. Donc j'aime bien me mettre un petit peu d'adrénaline parce que ça peut être, je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises pas forcément. Et j'ai fait beaucoup de towing, tu sais, tirer derrière un jet ski. Donc t'as un driver qui te drop, qui t'envoie sur des houles et ces houles cassent en fait. Et puis tu surfes des vagues monstrueuses. Et ça, c'est un sport qui est vraiment super facile. Euh, c'est très facile d'approche, mais ça peut être super dangereux, voire mortel. Parce que tu peux envoyer quelqu'un sur des vagues monstrueuses, quelqu'un qui va réussir à tenir sur la planche derrière le jet ski, tu peux l'envoyer dans la vague, et même s'il ne sait pas surfer, eh ben, il va partir. Mais le problème, c'est pas de partir, c'est de rester sur la vague et de bien surfer la vague. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un sport super facile parce que si tu as un jet ski, une planche, bah, tu peux y aller. Mais ce qui peut être mortel, c'est de justement si t'as pas le niveau d'aller dans ces vagues, bah, il faut pas y aller, quoi. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est super délicat à penser, c'est savoir si tu es vraiment capable de pouvoir surfer des vagues monstrueuses comme ça. Et, et ça, je pense que je me mets beaucoup d'adrénaline parce que bah, il faut vraiment être sûr de soi, quoi. Et il faut aussi avoir un bon driver qui peut venir te repêcher si tu tombes ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est une préparation moi, qui me plaît parce que il faut rien laisser au hasard. Et je sais pas si tu as suivi un peu, ils ont fait des compètes à Nazaré au Portugal. Et c'est monstrueux, quoi. Il faut pas le faire, quoi. C'est des choses qu'il faut vraiment pas faire parce qu'il faut avoir un niveau monstrueux pour faire ça. C'est des choses qui sont vraiment, parce que c'est joli à voir. Tu te dis, bah, ouais, le mec, il descend la vague, ça va. Mais bon, s'il se rate, faut savoir que le mec, il prend une vague de 20 ou 25 mètres sur la tête. Et généralement, il prend les deux suivantes derrière aussi, toi, s'il arrive à Ouais. ressortir. Donc, c'est un sport qu'il faut éviter si t'as pas le niveau, quoi. Si t'es pas prêt pour ça. Tu parlais de Nazaré, t'as déjà fait Nazaré ou Tiopo ou une autre? On a, on a, on a failli aller avec Rico Leroy. J'ai fait beaucoup de towing avec Rico Leroy, là, un champion du monde de surf tandem. Euh, et on a fait une petite équipe. On s'est retrouvés comme ça, on était amis. Et puis on s'est retrouvés à aller à Bellara. Moi, j'avais mon jet ski et c'est lui qui me drivait. Et j'avais vraiment super confiance en lui. Et on s'est toujours dit on voulait pousser un petit peu plus loin pour aller à Bellara ou même en Irlande. Et puis on n'a pas fait, on a eu des choses qui sont arrivées dans nos vies qui ont fait on n'a plus le temps. Mais pourquoi pas refaire? Moi, j'ai envie de me remettre à l'eau, à surfer des vagues comme ça, parce que c'est quelque chose que tu ressens pas dans un autre sport, je pense. Ou il y a peut-être d'autres sports, oui, mais il n'y a pas énormément de sports où tu vas ressentir des peurs comme ça, des prises de ventre, où quand tu pars, tu sais pas si tu vas finir, tu vas finir debout ou allongé, quoi, à l'arrivée. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much, qu'on veut systématiquement pousser les capacités du corps humain à bout, pousser les défis entre eux, bah là on parle de la mer, mais c'est valable également en montagne, les Ouais. descentes Mm. en hors-piste Ah ouais. assez incroyables à l'étreuiller de partout là. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much? Bah, tu vois, le hors-piste, je pense que c'est pareil. C'est facile à faire, toi. C'est facile à prendre l'hélico, et se faire déposer en haut et à commencer à descendre. Mais bon, faut descendre, quoi. Moi, le hors-piste, c'est un truc, enfin, oui, tu peux faire. J'ai fait du hors-piste, bien sûr, dans les Pyrénées, tranquille, à côté de la piste, quoi. Mais faire tout le freestyle que les gars ils font, les descentes de, de montagne qu'ils font, bah, c'est un truc que je ferai jamais dans ma vie parce que je sais que j'ai pas le niveau. Donc ça, je le ferai pas. Ça, c'est un truc, c'est pas pour moi, c'est pas fait, j'ai pas le niveau, donc je suis pas prêt pour. Tu vois, c'est exactement ce que je te dis avec les vagues, en fait. C'est super facile d'y aller, d'être prêt à y aller, d'avoir le jet, le driver, la planche dans les pieds et tout, mais il faut pas le faire si t'as pas le niveau. Tu disais que c'était quand même beaucoup de boucles, typiquement, dans la planche à voile en slalom. Tu m'as dit que tu faisais tes 4 bouées, t'as dit, et tu fais 2 tours, ou j'ai mal compris? C'est un slalom, ça s'appelle un slalom, donc tu fais tu tournes 4 bouées et tu passes la ligne d'arrivée. Ça, est-ce que c'est mesuré dans le temps également? Est-ce que tu as des points par rapport au temps que tu fais, ou est-ce que c'est simplement une question de position? Non, 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 tu pars à 8. Donc les 4 premiers passent au tour suivant. Terminé. Terminé. Ok. C'est des manches courtes, hein, c'est entre 4 et 5 minutes, hein, le slalom.
parce que tu as quand même 8e de finale à faire. Ça prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour faire une manche avec les filles, quoi. Une manche pour aller jusqu'à la finale. Et une fois que tu as fini cette manche, tu refais encore une. Donc ça arrive sur des semaines, tu peux faire 10, 11, 12 éliminations de slalom, quoi. Et alors, du coup, sur la vitesse, 2015, tu décroches le titre de record du monde à 53,27 nœuds. Tu penses qu'on peut aller Ouais. jusqu'à où comme ça? Je devais aller normalement en octobre 2019 en Namibie, mais on a eu la finale de la Coupe du Monde qui n'était pas prévue en Nouvelle-Calédonie, et qui s'est prévue vraiment à la dernière minute. Et donc, c'était entre l'avant-dernière épreuve de slalom et la finale, donc j'ai préféré pas y aller. Et ils ont failli battre mon record, parce que chaque année, il y a des tentatives, c'est en Namibie. Euh, il y en a un qui a fait 53 nœuds 25. Donc je pense que on peut aller un petit peu plus vite. Moi, j'aimerais être le premier à faire les 100 km/h sur une distance de 500 mètres, parce que c'est chronométré sur une distance de 500 mètres, cette vitesse-là. Donc j'aimerais faire les 100 km/h qui sont en nœuds, 54 nœuds. 54, ok, donc il Ouais. manque vraiment pas grand-chose. Et qu'est-ce que tu penses va être l'élément déterminant? Est-ce que c'est le matériel ou est-ce que c'est plutôt le sportif? Comment ça va se... Et c'est pareil, ça va pas être le sportif, parce que le sportif, moi, quand je vais là-bas, je suis prêt, donc tu pourras pas être plus prêt que moi physiquement. Donc c'est le matériel surtout. On arrive à des limites des limites de frottement et de traînée qui sont quand même énormes par rapport au déplacement qu'on a. Donc moi j'ai dans l'idée d'essayer d'aller vite avec les foils maintenant, parce que maintenant on a des compétitions de foils. Enfin, le foil, ça fait longtemps, ça fait depuis les années 2000 que ça existe quasiment, mais ça fait 3-4 ans maintenant que c'est vraiment à fond. Et on a un championnat du monde de foil aussi. Et j'aimerais développer une planche à foil qui va au moins à 50 nœuds, mais avec beaucoup moins de vent, avec 25 nœuds de vent à peu près. Parce que là, pour aller à 53 nœuds, il faut quasiment 50 nœuds de vent, il faut quasiment la même chose. Donc c'est très dur de trouver un plan d'eau très plat, parce que bien sûr, il faut une route plate, hein, il faut que la surface de l'eau soit très plate, avec tant de vent. Alors que si tu divises le vent par deux, tu vas réussir à trouver des plans d'eau en mer, par exemple, où il y aura très très peu de clapots, parce qu'il y aura beaucoup moins de vent qui va pousser les vagues. Donc il y a Marc Amerigo qui m'a contacté cet hiver, qui a déjà organisé des beaux records du monde de vitesse, notamment en vélo de descente avec Eric Baron. Ils sont allés à plus de 220 km/h, 228 je crois. Euh, 228 km/h, waouh. Ça doit pas être très stable à ce moment-là. voilà, tu vois. Et il m'a contacté et on a pas mal discuté. Il est même venu ici. C'était juste avant le confinement, ça d'ailleurs. Je crois que c'était en janvier ou février. Et il m'a proposé d'organiser une tentative de monde de vitesse euh, sur 3 ans. Ça veut dire qu'on montait carrément un team avec, euh, avec tous les gens qu'il connaît, parce qu'il a quand même pas mal bossé avec des designers, avec des personnes ou des organisateurs, il a pas mal de partenaires aussi. Ils ont eu beaucoup de partenaires dans tous les défis qu'il a fait pour faire ses records, et m'aider à justement faire un développement, travailler sur un nouveau support avec lui et essayer de développer ça. Donc là, on est parti sur 3 ans. Ok. Euh, il est en train de faire un gros dossier. On l'a déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Il est en train de faire un gros dossier pour trouver des partenaires et pour financer tout ça, donc pour développer. Donc je pense que moi, normalement, en octobre prochain, je vais partir sur une tentative de record du monde de vitesse. Je pense qu'on aura développé une voile un petit peu spéciale, différente de ce que j'ai habituellement, pour voir si déjà ça marche bien sur une planche de base, une planche de fun normale. Et puis après, partir sur un développement d'une planche à foil. Donc on veut vraiment essayer de partir sur ça. C'est un super beau projet qui tombe pile à pic pour moi, je vais dire dans ma carrière, parce que moi j'ai envie de lâcher un petit peu la Coupe du Monde aussi, parce que j'ai plus grand chose à prouver non plus. Et puis partir sur ce projet-là avec Marc. Donc c'est une belle histoire qui va se faire.
Est-ce que tu sais expliquer pourquoi Alexandre Kayserg, en kite, il est capable de monter à 56-62? Est-ce que c'est le matériel, tu penses, qui fait que? Est-ce que c'est le frottement de l'air? Alors, ouais, Alex, moi je le connais super bien, Alex, c'est un bon pote. Mais déjà, il a l'avantage d'habiter là-bas à Port-Saint-Louis, donc il a réussi à creuser un canal vraiment spécifique aux kiteurs. Moi, je lui avais demandé quand il avait fait si je pouvais passer, mais il a construit une belle digue au-dessus pour vraiment, parce que la clé vraiment, c'est d'avoir un plan d'eau très 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 plat. Tu vois, c'est comme un record du monde de vitesse en voiture ou en moto. Bah, il faut que le goudron, il soit super lisse, quoi. Tu peux pas y aller sur de la tôle ondulée, quoi. Donc nous, c'est pareil. Donc en fait, il a essayé de couper le vent vu qu'il est en kite. Lui, il a l'aile qui est très haut, qui est quand même beaucoup plus haute qu'une voile de planche. Donc, il prend le vent au-dessus de ce monticule et c'est vrai qu'à hauteur d'homme, bah, il y a pas beaucoup de vent, quoi. Donc, son plan d'eau est très très lisse. Ils ont la chance aussi de pouvoir prendre des planches minuscules parce qu'ils sont vraiment supportés par l'aile du kite. Donc ils ont pas de problème de poids. Nous, quand on part de zéro, et ben si le rider il fait 100 kilos, qu'il a 10 kilos de plomb sur le dos, donc il fait 110 kilos plus le poids du gréement. La planche c'est des cure-dents, c'est des planches qui font 39 cm de large, tu vois. Donc ça fait un petit peu plus que la longueur d'un pied. T'as très peu de flottaison, donc on a énormément de mal à partir au planning, à partir, à accélérer, à glisser. Donc il nous faut de l'eau parce que si tu mets 10 cm, 20 cm d'eau, on va racler le fond, on a un aileron et tout. Donc eux, ils ont la possibilité, moins tu vas mettre d'eau bah, moins tu auras de vagues aussi. Donc ils ont beaucoup de facilité pour ça par rapport à nous. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant parce que ça fait quoi, 104 ou 105 km/h? Ça commence Ouais, à bah, être et Alex, vraiment du... il est allé super vite, c'est vrai, lors de son dernier record du monde de vitesse. Après, lui, c'est pareil, hein, quand il part, il est pas sûr de finir vivant, hein. C'est beaucoup plus dangereux que la planche, hein. Parce que s'il fait une erreur ou s'il a un problème dans le kite ou quelque chose comme ça, en planche, bon, bah, si tu tombes, si tu fais une erreur, bah, c'est arrêt buffet net. En kite, tu fais pas arrêt buffet parce que l'aile, elle va tout le temps tirer jusqu'à temps qu'elle s'arrête quelque part. Donc c'est ça qui est vraiment super dangereux. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour, Antoine? Bah oui, je m'arrêterai, mais je ferai toujours du sport, ça c'est sûr. Tu penses que tu as un âge limite? Est-ce que c'est par rapport à ton fils peut-être? Est-ce que c'est... Non, bah, je pense que depuis qu'on a eu Alani, ouais, j'ai un petit peu calmé, surtout bah, déjà, j'ai eu un petit peu moins de temps, mais pour aller surfer les grosses vagues ou les choses comme ça, les choses un petit peu à risque, j'ai un peu calmé le jeu. Mais, bah, arrêter, oui, pour l'instant, physiquement, moi, je vais bien, hein, voilà. Après, bon, c'est vrai que la Coupe du Monde, je suis encore super performant. Mais quoi prouver de plus, quoi? Après 25 titres mondiaux, ouais, c'est bon, quoi. Un 26e, ça fera quoi? Ça fera rien de plus, hein. Donc, et puis c'est c'est- même pas sûr que je le gagne, tu vois. Donc, parce que derrière, ça pousse. Moi, je me bats avec des jeunes qui ont 17 ans de moins que moi, hein, ou peut-être presque 20 ans, je crois. Est-ce que Paola, elle en fait un peu aussi ou pas? Paola fait un petit peu de planche. Elle avait même commencé le kite, mais après, elle est tombée enceinte, donc elle a arrêté. Et elle tire des bords en planche, ouais. Elle te soutient dans cette activité? Elle est fière de toi? Elle est... Ben, oui, carrément, elle est à 200% pour moi. Elle vit ma vie, en fait. Donc, c'est un petit peu égoïste à dire, mais c'est tout pour moi, quoi. Donc on essaye de voir un peu ce qu'on fait et puis de voir ce qu'elle veut faire. Et voilà, mais bon, ça va diminuer un petit peu. Et puis on a quelques beaux projets en cours. Bon, bah superbe. Ça va bientôt faire 1 heure, Antoine, qu'on est en train de discuter. J'ai deux petites questions avant qu'on se quitte. La première, c'est comment on fait pour te suivre? Est-ce que tu as des livres, des films ou des réseaux sociaux en particulier qu'on peut suivre? Ben oui, on peut me trouver sur YouTube, on peut me trouver sur Instagram, Antoine Albo, sur Facebook, Antoine Albo F192. J'avais Twitter à l'époque, mais j'ai un petit peu lâché parce que je préfère les réseaux où tu peux plus poster des photos, des films, des choses comme ça. Et puis on peut venir me voir aussi dans l'île de Ré, bien sûr, à mon école de voile, ouvert de mi-juin à début septembre.
sur la plage de la Couarde-sur-Mer, venir me demander un autographe, une photo, louer une planche, un cours de planche, un cours de bateau. Moi, je suis là tous les étés. Donc, on a une super spot, très accessible pour les débutants, parce que là, le matin, on a très peu de vent, l'après-midi, on a un petit peu de thermique qui monte, donc c'est super bien pour naviguer en planche. Et puis l'eau est pas trop froide, il fait bon, on a des bonnes saisons, donc c'est bien. L'île de Ré, c'est vraiment super joli. On peut faire autre chose aussi, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses sur l'île de Ré. Ah non, c'est super l'île de Ré, c'est vraiment superbe. J'ai deux petites anecdotes que je comprends pas trop. Peut-être il faut que tu expliques. F192, ça veut dire quoi? Et ça, c'est mon numéro de voile, c'est comme c'est ma plaque d'immatriculation, on va dire. Ok, C'est le numéro que j'ai depuis quasiment toujours. très bien. Et tu signes, pour l'anecdote, A2. Alors je suppose que c'est parce que c'est Antoine Albo. Ouais, Ça voilà, fait c'est longtemps ça. que tu signes A2. Ouais, ouais, ça c'est venu, je sais pas, c'est venu comme ça, c'est tout le temps resté. C'est plus rapide que de marquer Anton Albo. Bon, je le fais pas à tout le monde, hein, mais Ah, c'est drôle, ça m'a fait rire. Antoine, dernière question. Si quelqu'un doit se lancer, notamment pour les petits jeunes qui sont effectivement en train de monter, notamment apprendre la planche à voile, qu'est-ce que tu lui dis? bah, alors déjà, c'est de se rapprocher d'une école de sport ou d'une école saisonnière, tout simplement, hein. Il faut y aller l'été. L'idéal, c'est de faire quand il fait chaud. Parce que tu es dans l'eau, donc si tu vas l'hiver et puis que tu as froid à chaque fois que tu tombes ou tu n'as pas envie de tomber parce que l'eau est froide, faut mettre la combi. L'idéal, c'est de se rapprocher d'une école de voile et puis de louer du matériel au début. Prendre des cours, louer du matériel et puis voir si ça accroche bien. Bah, si tu y arrives bien, bah, pourquoi pas acheter du matériel ou louer du matériel plus performant. Et puis aussi, c'est de trouver aussi une école de sport ou une école de voile qui est quand même assez familiale, où tu as souvent des familles qui viennent avec d'autres enfants. Comme ça, tu peux te faire des potes et puis aller naviguer entre potes. C'est ce qu'on a, nous, sur l'île de Ré. On a souvent les mêmes familles qui reviennent chaque année et souvent, tu as des enfants qui se revoient que l'été, donc c'est vraiment top. Puis en plus, avec les réseaux, maintenant, bah, ils peuvent vraiment communiquer tout l'hiver. Même s'ils sont aux quatre coins de la France, ouais. Ah, exactement, Top. ouais. Bon bah superbe. Bah, écoute Antoine, merci de ce temps. C'était Pas de hyper problème. intéressant de découvrir tout ce monde-là. On a hâte de voir le record qui va arriver sur la fin de l'année ou dans 3 ans, selon Ouais. les conditions. Et puis bah écoute, à bientôt pour un selfie. Eh ben, ok, c'est cool. Pas de problème, merci. Au revoir à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.